Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, je reçois un homme qui défie les lois de la gravité et les limites de l'humain. Surnommé le Spider-Man français, Alain Robert a escaladé à main nue ou avec un minimum d'équipement les plus hauts gratte-ciel du monde, de la tour Eiffel au Burj Khalifa en passant par Fortaleza Tour en Chine. Plus qu'un sportif, c'est un funambule vertical, un artiste de l'audace et de la liberté. Son livre, Libre et sans attache, raconte un parcours hors norme, tissé de vertiges, de risques et de philosophie de la vie. Pendant cet entretien, nous allons explorer ses origines, ses escalades les plus folles, son parcours à la peur, son livre et sa vision de l'avenir. Merci beaucoup, Robert, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Et puis, ouais, moi, ça me tient à cœur de pouvoir un petit peu partager avec tout le monde un petit peu ce parcours. Ça fait 50 années maintenant que je fais de l'escalade, beaucoup d'escalade en solo, en falaise, sur le rocher donc, et puis sur les buildings. Mais en fait, la plus belle partie de ma carrière qui est sur le rocher, qui est reconnue justement par des grimpeurs comme Alex Honnold, qui ont écrit la préface de mon livre, mais également Alexander Huber. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de grimper des buildings, j'ai pas de référence entre parenthèses parce que euh, personne n'avait grimpé de building à un très haut niveau avant moi. Donc je suis la seule référence. À partir de là, j'ai pas de et c'est vrai que par exemple, quand tu écris un bouquin ou quand tu fais une activité, on regarde toujours une référence. Oui, Et là, il y en a pas. bah oui. Et justement, à quel moment précis avez-vous su que vous vivriez en défiant la gravité? Oh en fait, moi, je l'ai pas su. C'est juste, moi, j'avais pas besoin de grand-chose hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais un fort grimpeur. J'avais décidé que c'était ce que je voulais faire et je pouvais travailler très très peu, gagner un peu d'argent et avoir 7-8 mois de l'année libre pour aller grimper. Donc du coup, euh, même si c'est pas dans le standard d'aujourd'hui, en gros, déjà, très jeune, je vivais de l'escalade. D'accord. Et est-ce que votre passion vient-elle d'un rêve d'enfant ou c'est un accident de parcours? Oh non, non, en fait, un rêve de gosse, en fait. J'étais un enfant qui avait peur de tout, qui était très timide, qui était mal dans sa peau, mais par contre, qui rêvait d'être brave et courageux comme Zorro, Robin des Bois, D'Artagnan. Et puis un jour, je suis tombé sur un film qui s'appelle The Mountain avec Spencer Tracy. C'est un film qui a été filmé en 1956 et c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase au sommet du Mont Blanc et deux frères guides de haute montagne dans la vallée de Chamonix qui escaladent la montagne pour chercher des survivants. Et c'est ça vraiment qui a déclenché un déclic et qui m'a donné l'envie de faire de l'escalade. Alors il a fallu me battre avec avec moi-même parce que quand t'es un gamin qui a peur de tout, qui a peur de la mort, qui a peur du vide, qui a peur de la chute, qui a peur de son ombre, qui a peur de tout, en gros, euh, être capable à un moment donné d'arriver à surmonter tous ces obstacles, c'est c'est une démarche personnelle, hein. On l'a Oui, fait ou on l'a fait pas. C'est, je veux dire, des fois on me demande comment on fait. Il y a pas de, il y a pas de remède. Il y a pas de secret. C'est nous et nous-mêmes, c'est tout. On est, on, on décide, on décide pour nous-mêmes de ce qu'on veut faire et à quel point
on veut s'investir ou alors on n'a pas envie de s'investir. Ça, c'est perso. Oui, bah oui. Et justement, est-ce que c'est cette force qui, de votre peur, de votre crainte, on peut dire que c'est une force intérieure en vous disant je peux le faire, ou d'essayer de surmonter cette peur, parce que moi aussi je suis quelqu'un de très timide, ça me cristallisait, j'avais une peur, j'étais tétanisé, et c'est cette force intérieure qui m'a permis d'émerger et de dépasser cette peur. C'est la même chose pour vous? Ouais, c'est similaire. Hein, je veux dire, moi, je suis pas mal dans le monde des speeches de motivation. Au début, on me proposait des sommes extraordinaires. Je me disais, mais moi, je suis pas un gars qui donne des speeches de motivation dans les entreprises. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Hein. Je veux dire, je vais même pas perdre la vie quand je fais une escalade en solo. Dans le pire des cas, je perds la vie. Là, carrément, on va peut-être me jeter des tomates, mais voilà. Bon, bref. Et du coup, ben, je me suis essayé au speech de motivation également, et puis ça a marché parce qu'en fait, ma narration, elle est bonne, mon anglais, il est de bonne qualité, mon histoire est intéressante et du coup, j'apporte beaucoup de choses à beaucoup de gens, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, des banques, des assurances, des fonds de pension, Disneyland, des cigarettes électroniques ou j'ai donné tellement de speech pendant 20 ans que je me rappelle plus, mais bon, j'en ai donné partout sur toute la planète. Est-ce que vous avez toujours été un casse-cou, ou c'est plutôt l'escalade qui vous a transformé? Ben, j'étais justement pas un casse-cou, parce que si j'avais été un casse-cou, c'était plus facile. J'étais un gamin peureux. Donc c'est un film, c'est des mecs qui grimpent une montagne, c'est ça qui m'inspire. Donc voilà. Du coup, il y a un non-sens. Je sais pas, j'étais pas casse-cou, j'avais peur de tout. Donc c'est D'accord. exactement l'opposé d'être un casse-cou. Et justement, est-ce que c'est l'escalade qui vous a transformé? C'est pas l'escalade qui m'a transformé. J'avais un rêve et j'ai décidé à un moment donné, très tôt dans ma vie, que j'avais envie de réaliser mon rêve. Donc c'est moi qui me suis transformé à travers l'escalade. D'accord. Ok. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez commencé, quand vous avez annoncé votre projet de vie? Bah, au début, c'était pas vraiment annoncé, donc les gens ils savaient pas trop. Moi, je sais par exemple que ma mère, maintenant, elle est âgée, elle va avoir 89 ans. Elle a découvert que j'étais un fort grimpeur quand elle a lu mon livre. Enfin, Et, et, quel- et quel- elle le savait par les médias, mais en fait, elle a découvert toutes les conneries entre parenthèses que j'ai fait quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, et elle n'était pas au courant. et c'est en fin de compte, c'est en lisant votre livre qu'elle a vraiment découvert votre passion, bah, de votre. Exactement, elle a davantage découvert qui j'étais et puis aujourd'hui, bah elle comprend toujours pas. Elle comprend mais sans comprendre, c'est-à-dire que elle est pas dans le. Elle sait que ce que je fais c'est potentiellement mortel si on croit en parenthèse à au fait qu'on est mortel. Après ça c'est une question de on peut philosopher là-dessus, mais bon, bref. Et à partir de là, ben, elle a peur pour moi. Et elle comprend pas pourquoi, à l'âge de 63 ans, je continue à faire de l'escalade en solo. Moi, je le sais, donc ça me pose pas de problème, mais ça correspond à... C'est ma vie, elle a été bâtie là-dessus. Ça fait 50, plus de 50 années que je grimpe sans corde en falaise d'ailleurs parce que la plus belle partie de mon héritage c'est les escalades en falaise, c'est pas les escalades en building. Les
les grands grimpeurs comme Alex Honnold, comme Alexander Huber, qui ont écrit les préfaces de mon dernier livre, Alain Robert, L'homme araignée libre et sans attache, aux éditions du Mont Blanc. C'est eux qui ont écrit les préfaces, et eux, ce qui les a marqués, c'est mon parcours en falaise. Mon parcours sur les buildings, il a pas de, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de personnes qui sont réellement en compétition avec moi, on peut pas chiffrer. Oui, C'est pas comme si demain Alex Honnold il allait répéter la tour Framatome ou la tour Sears à Chicago et ils disent ah ben voilà ouais putain c'est super dur. Il y a personne. Donc du coup moi en fait la référence que j'ai par rapport au monde des buildings, elle est par rapport à des grimpeurs qui ont pas fait encore des choses très difficiles. Donc ça peut pas me positionner. oui, bah oui. Ça peut me Vu que vous êtes un positionner. pionnier. Exactement, ça me positionne en tant que précurseur, mais ça me valorise pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils arrivent avec des images qui sont issues d'une technologie moderne qui n'existait pas quand j'ai fait mes buildings les plus difficiles. C'est-à-dire, un bon exemple, aujourd'hui avec une GoPro, tu prends le building, un des buildings les plus faciles que j'ai escaladé, comme la Torre Akbar à Barcelone, si c'est filmé avec un drone et une GoPro, ça paraît extraordinaire. Tu prends le building le plus dur que j'ai escaladé, qui vaut 513B, qui s'appelle Framatome, qui a été filmé d'en bas, c'est moyennement impressionnant. Bah oui, avec la nouvelle technologie aujourd'hui, c'est Oui, vrai qu'on peut faire. mais il n'y a pas que ça. L'escalade, elle a toujours été codifiée. Il y a toujours eu des guides d'escalade avec les noms des voies, avec la cotation, les difficultés. Donc, tu avais l'année, tu avais la difficulté, tu avais le nom, tu le savais tout. Après, les images, ben, c'était les images. Les Oui, images devenaient annexes, entre parenthèses. C'était chiffré, codifié, mais sur les buildings, pendant 25 ans, avant qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui commencent à faire de l'escalade urbaine, il y avait personne. Et moi, bon, ben les buildings, j'avais pas envie de donner de cotation parce qu'en fait, on était dans quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que un building, contrairement à une voie très dure, ça va être une répétition de mouvements qui sont intrinsèquement pas forcément très difficiles. Il y a des buildings, oui, qui le sont plus que d'autres, même sur un plan intrinsèque, mais il y en a pas beaucoup. Et il y a des buildings sur lesquels on peut pas du tout se reposer parce que il y a pas de prise horizontale. Et donc du coup, si c'est qu'une verticale pour une main, ben tu es obligé d'enchaîner. Donc même si ce que tu fais sur 3 mètres c'est relativement facile, eh ben quand on a fait 200 mètres comme ça, t'es t'as plus de jus dans les avant-bras, t'as donné quasiment ton 100%. ouais, Et bah en oui. fait, c'est simplement la distance qui peut faire que tu peux te permettre de donner une cotation. Mais comme personne a répété les buildings difficiles que j'ai fait, j'ai pas de, Il n'y a pas de référence. il y a pas de comparaison possible. Alors du coup, ce que j'ai fait en solo en falaise, ça peut être comparé parce que par exemple, quand j'ai fait la nuit du lézard en 91, donc ça va faire 35 ans, c'est 8 AB, c'est une voie que aujourd'hui, ben même quand il y a des forts grimpeurs de notre génération qui sont beaucoup plus forts, ils y vont avec une corde et ils disent waouh, il faut être complètement taré pour faire ça en solo parce qu'en fait, c'est aléatoire, c'est à peine plus que vertical, tu as des tout petits monodoigts, tu as des adhérences de pied, tu as des jetés. Donc les mecs qui sont les grimpeurs forts d'aujourd'hui et ou ceux qui ont été les grimpeurs forts d'il y a 30 ans en arrière, ils disent chapeau parce qu'ils connaissent. Mais les buildings par contre, ils connaissent pas.
Donc comme on est en territoire inconnu, il y a pas de rapport. Et en fait, ce qui malheureusement donne le rapport à la difficulté qui est complètement faussé, c'est la qualité de l'image. C'est la 4K, la 5K, les drones et les GoPro. Tout à fait. Et juste, C'est pas la difficulté. Moi, quand je les ai grimpés, il y a 30 ans en arrière, les moyens audiovisuels, c'était les moyens audiovisuels de l'époque, ils étaient pas terribles, même si j'étais filmé par des professionnels, mais d'en bas, avec des caméras à 100 000 dollars, aujourd'hui, un iPhone, ça fait des meilleures images. ouais, bah oui. Et quand vous avez escaladé votre toute première tour, quelle a été la réaction de la population locale et des autorités par rapport à votre exploit que vous avez fait? Ah ben là, la réaction, elle a été immédiate. Elle a été tout de suite. Ben les autorités, elles étaient plutôt négatives, mais la population, elle a beaucoup aimé. Hein, je veux dire, ça correspond à mes premières publications dans Paris Match, dans Gala, dans Voici, dans tous ces tabloïds. Plus les tabloïds américains évidemment, anglais, ça a fait le tour du monde tout de suite. C'était Ouais, plus, c'était plus simplement une activité, un exploit local. C'était quelque chose qui touchait le monde entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le cursus Oxford, qui est pratiqué dans tous les pays du monde entier, où ils ont des écoles, pour les élèves qui sont en classe de cinquième, l'équivalent de la cinquième en France, on étudie mon histoire, qui est dans les livres d'anglais. Il y a 2 pages, incroyable. donc les étudiants qui vivent en Russie, à Chicago, à Londres, en France ou à Jakarta, ils étudient mon histoire. Et le premier exploit donc, de votre tour escaladé est là actuellement en 2025. Est-ce que la mentalité des dirigeants depuis 30 ans, voire 40 ans, est-ce qu'elle a changé depuis ou c'est toujours la même chose on a un regard un peu méfiant ou autre? C'est-à-dire les dirigeants. Je comprends pas la C'est-à-dire, question. quand je parle des dirigeants, les autorités. Ah ben non, non, les autorités sont renforcées. C'est devenu de plus en plus compliqué parce que entre-temps, il y a eu cette génération avec tous ces mecs qui vont sur les toits du monde entier, en définitive, hein, ce qu'on appelle les rooftoppers, qui ont des baguettes, des caméras à grand angle, ils montent par les escaliers de secours, ensuite ils grimpent des échelles, des grues, et donc non, la législation, au contraire, elle s'est renforcée, pas dans le bon sens. D'accord. Et quand vous avez décidé justement par rapport à votre premier exploit sur votre première tour, comment ça s'est organisé dans votre tête en disant est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé spontanément ou c'est quelque chose de travailler en disant bah tiens ce serait bien que je fasse. Comment vous avez organisé votre Non, première non, du montée tout. dans votre premier tour? En fait, moi, j'étais un grimpeur au plus haut niveau mondial en solo. J'ai fait les premiers 1000 B en solo dans l'histoire de l'escalade. Toutes les voies que j'ai faites, il y en a aucune qui a été répétée 35 ans plus tard. Et c'est simplement que je commençais à être médiatique et j'ai eu une demande d'un sponsor qui fait des montres en Suisse qui s'appelle Sector, qui avait basé à l'époque sa communication sur les sports extrêmes. Et eux, ils avaient un gars qui faisait des documentaires sur chacun des athlètes du groupe Sector. Et pour moi, en tant que grimpeur, il m'a dit, écoute, j'ai une idée, ça serait bien que tu grimpes sur des buildings, qu'on te voit grimper en falaise d'abord, sur les grandes tours de l'Utah. Tu vois, ces tours qu'on voit dans les films de cow-boys et d'indiens.
et puis que à un moment donné, on passe au building qui ressemble un petit peu. Et en 82, vous avez eu un grave accident. Mais j'en ai eu plein des accidents. J'en ai eu un en 81 et deux en 82 et un très très grave le 29 septembre 82. Et est-ce que quand les médecins vous ont dit, vous ont annoncé que vous ne pouvez plus euh, escalader, quelle a été votre réaction quand on vous a dit ça? Vous vous êtes dit, ah non, c'est pas possible, je vais tout faire pour revenir. Comment vous êtes Bah, senti? au départ, il y a pas de réaction. Ça paraît tellement évident que après, tu fais deux mois d'hôpital, on t'a opéré plusieurs fois, tu rentres chez toi, tu t'aperçois que t'arrives plus à ouvrir un robinet, t'arrives plus à tourner la clé dans une serrure. Bon, je me suis dit, ben, c'est pas grave, j'étais jeune, je me suis dit, ok, je vais regrimper, je ferai des trucs sûrement très faciles, peut-être pas plus dur qu'un escalier un peu raide, mais j'ai réessayé. J'ai essayé de me reconstruire. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous gardez encore des séquelles de ces accidents? Mais j'ai toutes les séquelles de mes accidents. Je veux dire, mes mains, elles sont complètement déglinguées. On voit bien que y a rien de normal sur mes mains. Les mains, c'est les outils du grimpeur. Oui. C'est irréparable. Ça a été fracassé. J'ai explosé mes poignets, mes métatarses, mes métacarpes, mes doigts, mes nerfs. Je souffre même d'un vertige dû à l'oreille interne gauche qui a été endommagée. Et bon, après, c'est juste que j'ai adapté, j'ai plutôt exploité ce qui fonctionnait encore davantage et c'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Et Personnellement, je m'attendais pas avec 66% d'invalidité de faire le premier 8B en solo dans l'histoire de l'escalade. C'était impensable. grimper la tour Fortaleza en Chine, qu'avez-vous C'est pas ressenti la récent, hein, première? c'était en 2000, je crois en 2013. D'accord. Et Non, qu'est-ce que la vous avez... dernière tour que j'ai grimpée, c'était au mois de fin juin dernier en Espagne. D'accord. Vous allez souvent encore en Europe, vous revenez souvent? Bah, moi, je me suis remarié à Bali, mais j'ai trois enfants. Il y a Julien, mon fils aîné, qui a 37 ans, et il a trois petits ans, il a trois gamins. Hugo, il a 35 ans, il a trois gamins. Lucas, il a un gamin, il a 30 ans. Je vais en France une ou deux fois par an. Et justement, quand vous avez escaladé cette tour en Chine, qu'avez-vous ressenti face à cette paroi sans prise? Comment ça a été cette escalade? Mais Fortaleza, c'est rien du tout. C'est une tour merdique que j'ai grimpée. Il y avait une demande des autorités chinoises, j'étais assuré avec une corde. Ça fait pas partie. Je parle jamais de la tour Fortaleza en Chine parce que ça représente absolument rien pour moi. C'est juste gagner du blé, et voilà, c'est tout. Ok. Et quel est votre rapport aux arrestations qui ont suivi certaines escalades? C'est pas certaine. J'ai été arrêté 170 fois hein, dans le monde, dans 70 pays. C'est euh, c'est dommage, vous avez pas potassé votre sujet. Ok. Vous me parlez beaucoup de Fortaleza, qui représente absolument rien pour moi, à part 40 000 euros, et des arrestations, c'est quasiment systématique. Mais en termes de, si vous voulez, en termes d'arrestation, j'aurais voulu savoir pour vous quel était, en gros, c'est de savoir
quelle prison il ait pu. Parce qu'à un moment donné, Oui, vous avez mais parlé c'est que. pas grave. Je veux dire, c'est de la prison de luxe pour moi. Je vais pas en prison pour 20 ans. Je suis pas un tueur qui a dézingué 30 personnes. Je suis pas un mec qui a violé. Je suis pas Tout un à mec qui fait. a volé 200 millions dans une banque. Je suis un mec, j'ai grimpé un building. Oui, Revenons sur terre. oui, Revenons là, il n'y a sur pas de terre. souci. Honnêtement, est-ce que c'est un crime? Pas du tout. On peut être un président français des États-Unis, on peut être responsable de millions de morts, on s'en lave les mains, on n'a rien à branler, on n'a rien à foutre. Mais par contre, quand c'est un individu qui grimpe un building, on l'emmerde. Il y a un truc qui déconne, non? On est bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que c'est pas comparable. Bah, Et que c'est se même pas, passe-t-il dans c'est votre même tête? pas comparable. Honnêtement, vous voyez le crime de grimper un building. Il y a pas un crime, il n'y a pas de crime. Voilà, vous connaissez à peu près l'échelle des crimes, de la Tout à fait. criminalité. Donc, est-ce que grimper un building, c'est réellement un gros problème, même dans les pays les plus pourris où il y a le plus de dictature, c'est grimper un building à la fin. Tout à Faut fait. revenir. Je veux dire, il faut redescendre sur terre. À force que les gens leur disent que j'étais arrêté et tout, on a l'impression que je suis un criminel. Je suis pas un criminel. Je suis Tout un à fait. mec, oui, qui embête la société. Je suis un électron libre, mais je suis tout sauf un criminel. Et justement, c'est plutôt pour vous. C'est-à-dire que vous embêtez personne. La seule personne que vous allez embêter, c'est vous-même. On peut. J'embête tout le monde, Oui, j'embête oui, les autorités qui se déplacent et tout, mais bon, ok, cool. oui, Les oui. autorités se déplacent. Quand il y a un match de foot, il y a 1000 flics qui vont être dépêchés, des ambulances, des camions de pompiers et tout. Ah, on me dit toujours, ouais, tu te fais dépenser l'argent des contribuables. Quand il y a un match de football, là, on oublie tout. Un match de rugby, on oublie tout. Un concert, on oublie tout. Et quand moi, je grimpe, alors là, on me fait chier. On me dit, tu fais dépenser l'argent des contribuables. Alors, Ouais, qu'est-ce que tu veux que je réponde? mhm. Bah oui. Et justement, dans tous les pays où vous avez été et que vous avez escaladé, j'ai l'impression que vous voulez lancer un message à travers ça. Quel est ce message justement que vous voulez transmettre aux personnes de vos exploits que vous avez effectués? Parce que Mais forcément, il y a un message. il y a un message de réaliser ses rêves, il y a un message du dépassement de soi-même. Il y a des messages parce qu'en fait, mes ascensions étant très largement médiatisées mondialement, qu'elles soient illégales ou officielles, je véhicule un message. J'ai grimpé là, à Barcelone en juin dernier. C'était un message pour la paix. J'ai grimpé à New York en 2008 sur le New York Times. J'ai mis une grande banderole. J'étais en association avec Greenpeace. C'était les attentats, le réchauffement climatique tue plus de gens par semaine que les attentats du 11 septembre. Donc quand tu mets ça sur le New York Times, sur une banderole qui fait 10 mètres de hauteur et 5 mètres de large, ça, ça commence à faire réfléchir les autorités et la justice. Tout à fait. Et c'est un très bon combat. Et Moi, comment, ça me convient personnellement. Hein, moi, je choisis des combats qui m'intéressent. comment vous vous préparez mentalement? Mais moi, je suis un grimpeur professionnel avec mon background sur en falaise. Ce que j'ai fait en falaise à côté, c'est 1000 fois plus dur que ce que je fais sur les buildings. Les Oui, bah buildings, oui. c'est du trekking à côté. Et que se passe-t-il, que ce soit dans les buildings ou dans les falaises, que se passe-t-il dans votre tête les 5 premières minutes quand vous grimpez? Mais en fait, je veux dire, quand on fait des trucs difficiles où vraiment on met sa vie en jeu, on est concentré.
On peut pas ne pas être concentré. C'est des gestes très précis, notamment en falaise, sur des prises toutes petites qu'on tient à peine. Donc, on peut pas penser à la fois à l'escalade, à la mort et à sa facture d'électricité qui est en retard. Ça marche pas comme ça. Et Vous, comme tout le monde, oui, bah oui. si vous êtes sur le point de vous cracher contre une bagnole sur l'autoroute ou vous allez vous concentrer pour éviter l'obstacle. Vous allez pas vous allez pas penser à autre chose. L'instinct de survie, il vous sauve. Il vous reste encore une falaise où vous avez pratiquement tout fait. Non, rien en principe, c'est juste de continuer à faire de l'escalade en solo. On verra jusqu'à quand. Hein. Je pense que le facteur qui m'empêchera de grimper, ça va être la santé physique, peut-être la santé mentale également. Mais là, on n'y est pas rendu. J'ai 63 ans. Physiquement, je m'entraîne, je grimpe régulièrement, j'ai un mur d'escalade. Mentalement parlant, j'accepte d'être en solo avec 300 mètres de hauteur ou 500 mètres de hauteur, ça me pose pas de problème. Donc, pour l'instant, j'ai pas de. Par contre, j'ai pas d'objectif en particulier. Mes ascensions les plus difficiles, c'était il y a 30 ans en arrière, c'est pas aujourd'hui. Hein. Oui, bah oui. Et Ah ben, j'échappe pas aux lois. Je veux dire, Usain Bolt, il a eu ses médailles d'or il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. ouais, Si bah oui. maintenant on lui redemandait de refaire les JO, il n'aurait pas de médaille d'or. Et qu'avez-vous appris sur votre corps, justement, en vivant souvent à la limite? Qu'est-ce que vous avez appris de votre corps? Eh ben, on apprend d'abord que on est quand même maître, on est maître de nous-mêmes hein, à un niveau assez important, hein, ce que beaucoup de gens ne considèrent pas, ne réalisent pas. Je veux dire, les gens se sentent invincibles parce qu'ils ont une corde. Tout ce que j'ai fait, moi, je me sens pas forcément invincible, mais en tout cas avec une certaine forme de sécurité, mais sans sécurité. C'est ça que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, c'est que on vit dans un monde où on nous vend que de la sécurité et c'est la seule façon dont on conçoit la vie, c'est-à-dire faut pas qu'elle soit risquée. Bon, on conçoit pas la vie de la même façon quand on mange, quand on boit, quand on fume et tout. Hein. C'est des morts lentes, donc ça pose pas de problème. Hein. On peut aller au McDo tous les jours, on peut boire du Coca-Cola. Là, y a pas de problème. La mort lente, on la voit pas, mais par contre, l'éventuelle mort immédiate, parce que quand tu fais de l'escalade en solo, si tu tombes, voilà, t'es mort. Enfin, au moment en tout cas où tu touches. Mais c'est ça que les gens voient pas. C'est-à-dire la mort, elle est partout. Je veux dire, aux États-Unis, toutes les 36 secondes, il y a une personne qui décède d'une crise cardiaque, souvent par obésité. Il y a tous les jours dans le monde, il y a 5000 décès qui sont dus au transport en commun. Voiture, mobilette, moto, donc voilà, on est des, je veux dire, je les connais les statistiques, hein. Donc que ce soit vous ou moi, on est tous assujettis à un potentiel de mort sans le savoir. On se lève le matin, on va au boulot et puis bah on revient pas. Alors, je vais mettre votre livre. Alors, libre et sans attache. Je trouve cette photo incroyable. Pour la simple et bonne raison, Ouais, j'aurais voulu savoir à quoi vous pensez sur cette photo. je peux même pas le dire. En fait, euh,
à la pensée du moment et je me souviens pas en fait. J'ai pas de souvenir. Donc je suis pas stressé. Je pense à quelque chose, mais je peux pas dire aujourd'hui. Cette photo, elle a été prise par un photographe de Libération en 2014 et au moment de la sortie d'un autre livre qui s'appelait Haute Tension, mais je me rappelle pas à quoi je pensais à ce moment-là. Je la trouve incroyable, cette image. Ouais, Elle a ouais, été prise où? elle est au sommet de la tour la plus haute de France à l'époque, la tour First. D'accord. Moi, je la trouve vraiment intéressante, cette image. Je la trouve puissante à la fois. Vous êtes comme à la fois, vous êtes serein, tranquille, et vous pensez, vous êtes dans vos pensées, et je la trouve très intéressante. Je la trouve super, cette image. Elle est bien parce qu'en fait, je suis à l'aise. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec la hauteur, même si j'ai pas d'assurance. Je suis assis, c'est très haut, mais je suis pas en danger, donc je peux me permettre, entre parenthèses, de penser à autre chose. Et là, visiblement, je pense à quelque chose, mais c'est vieux, donc je m'en rappelle pas, quoi. Donc, le titre, tac, libre et sans attache. Pourquoi avoir choisi ce titre? Ben parce qu'en fait, ça correspond un petit peu, bon déjà sans attache parce que je grimpe en solo, et puis libre, ben parce qu'en fait, oui, c'est grimper, c'est une forme de liberté. Grimper des buildings illégalement, c'est s'octroyer une liberté entre parenthèses interdite puisque on termine éventuellement en prison, à la cour de justice à New York ou à Los Angeles ou à Shanghai, et puis une amende, une déportation, une interdiction pendant des années de pas revenir dans le pays. Donc c'est finalement c'est d'être capable d'aller chercher sa liberté au prix au prix en fait de quelque chose. Est-ce qu'on peut C'est dire, je dirais que c'est plus intéressant de euh, d'atteindre une forme de liberté dans l'illégalité que dans la légalité. est-ce qu'on peut dire en quelque sorte aussi que ce livre, c'est plus un voyage intérieur? C'est alors c'est un voyage intérieur, mais c'est également, je raconte 50 années d'escalade en solo. La plus belle partie, ce que je considère comme mon héritage, qui est en falaise, ce que d'ailleurs tous les plus grands grimpeurs pensent la même chose, comme Alex Honnold, comme Alexander Huber, Chris Sharma, tout ça, les gens comme il y a pas de référence. Les buildings, ça correspond à 10 mecs sur Terre, mais il n'y a pas de topo d'escalade comme en escalade. En escalade, il y a 60 ans en arrière, il y avait déjà des topos, c'est des petits livres qu'on achetait dans les magasins de sport, et puis il y avait la falaise, il y avait tous les itinéraires répertoriés, la difficulté. Donc, quelle que soit la qualité des caméras, eh ben, si on refait ces voies aujourd'hui qui ont été faites il y a 30 ans en arrière, elles ont un niveau de difficulté. Et Et il y a en pas et y a pas ça en escalade urbaine. Donc en escalade urbaine, en fait, ce qu'il a emporté, ça a été l'amélioration des caméras, du système audiovisuel, de la définition, évidemment les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est que chacun aujourd'hui peut avoir sa propre télé, entre parenthèses. sur vous, qu'est-ce que vous avez découvert? Ah ben moi j'ai rien découvert. Moi j'ai juste c'est juste un retour en arrière sur toute ma vie où bah, j'ai découvert si ce que j'ai découvert c'est qu'en fait
tout au long d'une vie, on évolue. C'est-à-dire que les motivations il y a 50 ans en arrière sont plus les mêmes il y a 30 ans en arrière et plus les mêmes il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui. Donc ça, après, c'est l'être humain, il évolue constamment. Tout à fait. Et peut-être aussi, en écrivant ce livre, vous êtes peut-être rappelé de certaines scènes ou certains événements que vous avez oubliés et justement d'avoir écrit, vous avez dit, tiens, je me rappelle. Non? Pas forcément, parce que les souvenirs les plus forts, on les garde pour la vie, hein. Bah, tout à fait. Et Donc euh, je me rappelle mon père qui est décédé, visiblement la plus belle partie de sa carrière dans laquelle il était le plus fier, c'était quand il était dans l'armée. Et voilà, moi quand je suis né, il était déjà plus dans l'armée. Donc en fait, à la fois c'est bien et c'est pas bien parce que quelque part ça montre bah, que finalement il a peut-être pas tant réussi sa vie que ça parce que si finalement à chaque fois il était obligé de parler de ce qu'il avait fait quand il était dans l'armée mais pas de ce qu'il faisait en temps réel, il y a un loupé à mon avis. tout, tout à fait, oui, exactement. Et quelle est la leçon essentielle que vous voulez transmettre à vos lecteurs? Ben, moi c'est de foncer, c'est-à-dire je veux dire, gaspillez pas votre vie sous prétexte que vous allez mourir un jour à, à pas réaliser vos rêves. Faites ce que vous avez à faire. La mort, c'est qu'une étape. Euh, Aujourd'hui, à 63 ans, je suis rendu à encore quelque chose de différent, c'est-à-dire que la mort n'existe pas. La conscience, c'est de l'énergie, de la physique quantique. Donc, il y a eu des milliers d'études qui ont été faites depuis 50 ans qui ont été conduites par la CIA, par Harvard, par Yale, par Oxford, par Cambridge, par tout ça. Donc où on en est arrivé, on a d'abord beaucoup commencé à étudier toutes ces gens qui font des expériences de mort imminente, arrêt du cœur, le électroencéphalogramme plat. Et puis ces gens-là, ils reviennent à la vie et ils reviennent avec une expérience, une sortie de corps, un tunnel, de la lumière. Ils sont projetés dans un monde où rempli d'amour. Donc voilà, tout ça, il y a des dizaines de milliers de témoignages similaires. Mais il n'y a pas que des prolétaires qui ont fait ces expériences. Il y a des neurochirurgiens qui ont fait la même expérience parce ils sont aussi mortels que toi et moi. Donc eux, ils sont revenus complètement changés. Tout à l'heure, j'écoutais une vidéo d'un mec, un chirurgien, un neurochirurgien, et en fait, lui, il a quitté la neurochirurgie parce que il s'est rendu compte que ce qu'il avait appris, c'était faux. Il s'est occupé d'un cas d'un gars qui a été considéré mort pendant 177 heures et qui est revenu à la vie. Il avait avant de mourir, il avait les reins qui étaient complètement dézingués et il est revenu, il y avait plus rien, tout avait disparu. Donc ce gars-là, il prend en exemple il y a à peu près 3 ou 4 cas similaires, en tout cas dans son récit, des choses à peu près semblables, où les gens, ils avaient vraiment tous les symptômes, hein, ils étaient en cancer, phase terminale, et ils reviennent à la vie alors que ça y est, ils sont morts, hein, le cœur s'est arrêté sur la table et tout, ils reviennent.
Et puis toute la pathologie qu'ils avaient, elle est partie. C'est incroyable. Et justement, vous habitez donc à Bali. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la spiritualité? Ben, en fait, c'est intéressant parce que c'est bien. Je veux dire, il y a toute cette croyance qui n'est pas inutile, qui à mon avis est vraie. Euh, je trouve ce qui est très dommageable, c'est que la religion, je pense que c'est ce qui a fait le plus grand nombre de victimes sur Terre. Ouais, tout à Donc fait. c'est dommageable. Là, ces derniers temps, je me suis rencarné un peu sur Spinoza, sur Galilée, sur Einstein, et en fait, on s'aperçoit que ces gens-là, ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient en Dieu, en un Dieu qui était l'univers, c'est-à-dire qui comprend tout, c'est-à-dire qui comprend l'être humain, les plantes, le ciel, les planètes, tout, toutes les particules. Et est-ce que vous avez, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Nikola Tesla? Pareil, Tesla aussi, il en fait partie. Et justement, ça tombe bien que. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Ben, c'est un peu comme Spinoza, c'est un peu comme Galilée. C'est des gens qui ont à peu près c'est des gens qui ont fait des expériences de sortie du corps. Tout à fait. C'est-à-dire, ils en sont arrivés à la conclusion que le corps charnel, le corps humain, c'est juste une enveloppe. Mais qu'en définitive, la conscience, elle est immatérielle. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie quantique, la physique quantique. C'est très bien. Vous êtes intéressant, vous connaissez ce sujet. Hein. J'adore, moi, tous ces sujets euh, qui est autour de, justement du personnage de Nikola Tesla, qui a été souvent en France, on ne le connaissait pas il y a quelques années, Nikola Ah ben, Tesla. les gens, si vous leur dites Tesla, ils connaissent que la bagnole qu'a commercialisé Elon Musk. Ils savent même pas que Tesla, c'est un mec. On est bien d'accord, tout à fait, oui. Non, Et souvent, c'est ça qui est un peu triste, c'est que ouais, on est les gens sont au courant de pas grand-chose. Qui sait qu'on appelle quand on allume la lumière que c'est les frères Lumière? c'est ça. Mais ce qui est intéressant de ce que vous dites, parce qu'au début de l'interview, quand vous m'avez dit que j'avais pas étudié le sujet par rapport à la tour et par rapport aux arrestations, ce que moi je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on retient que ces petites parties, mais tout le reste, on sait pas, on oublie tout le reste, les exploits comme vous, ce que vous avez fait, on retient que cette partie. Pareil pour Nikola Tesla, on va retenir de Nikola Tesla, c'est quoi? C'est l'inventeur de Elon Musk, l'inventeur de la voiture Tesla. C'est que ça, mais le Ouais, reste, mais c'est pour ça, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien de. Là, je fais un biopic là qu'on va commencer à tourner à l'automne là dans 2 mois. Et c'est pouvoir remettre à plat toute ma vie. J'ai fait plein de documentaires, hein, j'en ai fait 18, mais bon, là à 63 ans, c'est bien de faire un truc plus important avec France Télévisions et Netflix, et un truc qui couvre réellement toute ma vie, et puis surtout parce qu'en fait à 63 ans, j'ai une forme de maturité que j'avais pas du tout à 25 ans ou à 30 ans. et justement, le Alain, à part l'escalade, qui est Alain? Le Alain homme normal.
Moi, je suis un mec très normal. Aujourd'hui, je m'intéresse énormément à la géopolitique mondiale, qui nous ramène, qui est très intéressante. Donc, l'économie, la géopolitique, qui nous ramène Oui, à l'histoire contemporaine, déjà ancienne, voire plus vieux, et de découvrir justement les médias indépendants et surtout que on, on nous a appris beaucoup de conneries en fait. tout à fait. Du côté de Bali, comment est perçu Poutine ou la Chine du côté de Bali? Oh ben ils sont pas mal perçus. Les gens à Bali, on va dire globalement, ils s'en foutent. Mais en tout cas, au moins au niveau du gouvernement, c'est pas des gens qui sont, ils ont, que ce soit les présidents indonésiens ou chinois n'ont jamais condamné Poutine. Poutine, Poutine, il a été très patient. Hein, Poutine, depuis 1991, les États-Unis avaient fait un deal, avaient dit que l'OTAN n'avancerait jamais. Il avait même été question de démanteler l'OTAN au moment où l'URSS a restitué l'Allemagne de l'Est et la réunification des deux Allemagnes, mais bon, c'était juste des paroles verbales. C'est ça. Donc, aucun désaccord n'a été tenu. Dès qu'en fait l'URSS est tombée, eh ben les la Russie, elle espérait vivre à l'européenne, à faire partie de l'Europe, à rentrer dans l'OTAN, mais en fait, le problème que la Russie posait à une puissance comme les États-Unis, c'est que la Russie, ça restait le plus grand pays au monde, le plus riche en hydrocarbures et en minéraux rares. Donc, même après la fin de l'URSS, il fallait démanteler la Russie. Oui, Donc, il n'y a pas eu de cesse depuis 1991 jusqu'à 2022 de faire tomber la Russie. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu la révolution de Maïdan en 2014. Il y a eu ce coup d'État où la CIA a financé. On a renversé Viktor Yanukovych, qui était un président élu démocratiquement parlant, même s'il était corrompu. Mais bon, ils sont tous corrompus, donc c'est pas réellement là qu'est le problème. Mais voilà, Poutine, il avait mis les choses très claires. Il avait expliqué, OK, on avait une promesse qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN. On a accepté, on a accepté, on a accepté, on n'a rien dit. Maintenant, la limite, il y a une ligne rouge, c'est la Géorgie et c'est l'Ukraine. c'est ça. Et Tout à tout fait. ça, Biden, il n'en a pas tenu compte. Oui, tout à fait. En décembre 2021, il y a eu à nouveau des courriers qui ont été envoyés à la Maison Blanche et puis Anthony Blinken il a balancé ça à la poubelle. Il a dit on s'en fout. Mais on peut retourner le problème dans le sens inverse. Imagine demain que la Chine ou l'Inde qui décide allez on va aller installer des missiles nucléaires à Mexico City. Sous-entendu qu'ils ont évidemment l'accord de Mexico. Hein. Ou à Vancouver, au Canada. Le lendemain, il va y avoir des problèmes. C'est ça. Et que Donc, signifie c'est faites ce que je fais. Non, faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. C'est tout à fait, c'est ça. Et que signifie pour vous liberté aujourd'hui pour vous? Ben,
Tout ça, c'est très compliqué. La liberté, c'est quelque chose qui est, pour moi, ben, ça serait déjà d'arriver à vivre. Je veux dire, on a une planète qui est très riche en ressources. Il y en a pour tout le monde. Hein. Si tout est bien divisé, il y en a pour tout le monde. C'est sûr que quand on apprend que le PIB le PIB brut des plus grandes puissances financières 50% font partie d'une centaine de personnes. Donc après, quand vous divisez le PIB par habitant, ben déjà il est complètement faussé. Parce que déjà, il faudrait diviser la somme en deux et la rediviser à nouveau. Mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Ouais. Et ça, on le retrouve à peu près partout. Il y a une grande partie d'oligarques, pas une grande partie, une partie suffisamment importante qui détiennent un gros pourcentage du PIB. Tout à fait. Et quelle place occupe la nature pour vous? Ben, la nature, c'est tout, c'est la vie, c'est beau, c'est du vrai, c'est pas bidon, c'est pas artificiel, c'est beau. La nature, c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que pour vous, le monde actuel laisse-t-il encore de la place aux aventuriers? Ouais, oui, non, mais de ce côté-là, il y a pas tellement de problème. Il y a encore beaucoup d'aventuriers, hein, mais voilà, faut rester dans. La preuve en est, je suis politiquement correct. Je suis dans les bouquins de Cambridge. Je donne des conférences à Oxford, à Cambridge, à la Sorbonne. Donc j'ai ma place. Oui, j'ai pas pu avoir la Légion d'honneur, même si sur un plan ministériel, elle était acceptée. La grande chancellerie me l'a toujours refusée. Par contre, il la donne à des tas de pourris d'hommes politiques qui finalement, à la fin, terminent avec un bracelet électronique ou en prison. Qu'aimeriez-vous dire à un jeune qui rêve de suivre vos pas? Ben, d'abord, ben, que grimper en solo, c'est dangereux. Donc, moi, ce serait plutôt suivre mes pas, ce serait plutôt sur un plan au niveau de l'inspiration, c'est-à-dire au niveau des valeurs que je véhicule, au niveau de cette résilience après mes accidents, au niveau de cette volonté de dépasser ma peur de la mort, du vide, ma peur de tout, et de réaliser mon rêve. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas inviter les gens à grimper parce que moi je me suis construit, je suis un grimpeur professionnel et je souhaite pas que les gens ils se lancent comme ça dans l'escalade. Oui, justement, c'est d'avancer, de surmonter sa peur, mais pas que dans l'escalade, dans C'est tout. voilà, c'est un message universel, c'est pas un message de grimpeur. Oui, L'escalade, c'est ma vie, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais en route, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais ratisser très large. Je veux dire, quand des grosses boîtes, des banques, des assurances, elles m'invitent, c'est pas parce qu'ils veulent faire de l'escalade, c'est parce qu'ils estiment que j'ai un parcours qui inspire, qui est en corrélation avec l'entreprise pour motiver les troupes et que ça fonctionne. c'est ça. C'est le leadership et d'avancer droit au but, comme on dit. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années en arrière, j'avais donné un speech pour UBS à New York. Et en fait, la personne qui m'avait en fait contacté pour ce speech
Elle m'a dit, c'est la première fois que j'assiste à un speech, parce qu'en fait, c'est que des chefs exécutifs qui Oui, participent. Elle m'a dit, c'est la première fois qu'ils sont pas sur leur BlackBerry. À l'époque, c'était les BlackBerry. oui, Donc, ça, et elle était fascinée. Elle, et en fait, j'ai donné des speeches pour cette même banque à Hong Kong, à Singapour. Donc, en plusieurs occasions, j'étais devenu une des personnes qui les intéressait parce que je véhiculais un message qui est positif. ouais, tout à fait. Bah oui, c'est que du positif. Et justement, est-ce que craignez-vous le jour où votre corps ne pourra plus suivre? Non, c'est pas un problème. Je veux dire, les choses viennent en temps et en heure. Aujourd'hui, déjà, je fais nettement la différence entre il y a 30 ans en arrière et maintenant, entre il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui, même entre il y a 5, 6 ans en arrière et aujourd'hui. Donc, j'ai, c'est comme ça. C'est un constat. Moi, je continue à être motivé, à m'entraîner, et puis mes objectifs, ben eux, ils sont revus à la baisse. Oui. Et avant-dernière question pour terminer, donc ça va faire un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Que voudriez-vous que l'on retienne de vous dans 100 ans? Bah, je sais pas si on se rappellera de moi dans 100 ans, mais ben, je suis un gars, en tout cas, voilà, je suis parti de rien, puisque j'avais peur de tout et j'ai été capable de surmonter mes peurs les plus importantes, d'arriver à transcender. Après coup, j'ai eu des accidents et j'ai pas abandonné. J'ai pensé à une seule chose, c'est recommencer à grimper et c'est juste espérer ben que ça puisse inspirer des générations futures. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, ma dernière question. Donc, en général, mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est que la vie, elle est belle. La vie, on se la construit nous-mêmes. On a les clés. Souvent, on ne sait pas. Et souvent, on ne sait pas les utiliser. Et c'est juste ben, d'essayer un peu de se comprendre déjà soi-même, de comprendre qu'est-ce qu'on a envie de faire avec sa vie. C'est déjà de se remettre en question dans ce qu'on fait dans la vie et de se dire, OK, est-ce que je suis heureux ou pas? Et de se dire, OK, j'ai 30 ans, maintenant je regarde un peu derrière et de se dire, est-ce que je vis réellement mon rêve? Et si on ne le vit pas, de se dire, eh ben, allez, je prends le pari, je vais me donner les moyens, je vais réaliser mon rêve. Demain, j'annonce, je donne ma lettre de licenciement à mon employeur et maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire. C'est incroyable. Ouais. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire aux gens et voilà, et essayer de croire en vous-même, arrêtez trop écouter la télé, tout ce que vous avez appris dans les universités, beaucoup de choses sont pas très vraies. C'est arrêter de suivre le courant moyen de la pensée. C'est, je veux dire, les mecs qu'on fait progresser l'humanité, c'est les mecs qui vivaient sur le fil de la lame du rasoir. C'est les Einstein. C'est pas le mec qui suit le troupeau de moutons. Il fait rien avancer du tout. Il va se jeter de la falaise comme les autres. Et dans les disciplines extrêmes, ben, c'est les gens qui repoussent les limites. C'est ça.
En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est un très bel échange qu'on a eu ensemble et j'ai découvert une nouvelle facette de Alain Robert. Il est quelle heure là à Bali? 22 heures. Ok, vous Bah, ça m'a fait m'entendez? très plaisir. Ouais, ouais, ça m'a fait très plaisir. Et puis, voilà. Je, Merci. je, En tout cas, je réponds présent tout le temps, donc je sais même pas quel est le. Je vous ai parlé à vous. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très bien et c'était très agréable. merci beaucoup. En tout cas, c'est pour moi aussi, vous êtes quelqu'un de très agréable et je voulais vous remercier parce que c'est vrai, vous êtes quelqu'un de, on doit constamment vous solliciter. Et je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. Et ça me touche beaucoup et je vous remercie beaucoup pour ça. Non, mais moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Hein, c'est même si j'ai lancé un ou deux pics au début, je suis un gars comme ça, mais ça veut pas dire que j'en veux aux gens. J'aime un petit peu les taquiner. C'est ce que j'avais remarqué. C'est vrai que forcément, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Donc forcément, et puis au fil des heures, des minutes qui passent, on commence à échanger, à s'apprécier. En tout cas, Exactement, c'est exactement. ça. Merci beaucoup. Je vous dis, je pense que ça ne sera pas la dernière interview qu'on fera ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.